Bonjour, je suis Nadine Cazenave, la directrice de l'Association des auteurs des Laurentides, qui est à Saint-Sauveur. Et nous sommes dans l'émission Cause toujours. La TVCL a la gentillesse de nous accueillir 2 fois par mois pour parler des auteurs de la région. Et vous savez qu'à l'association, on a plus de 100 membres auteurs, donc il y a beaucoup d'auteurs qui ont du talent et qui sont juste autour de nous dans notre région. Donc l'intérêt de cette émission, c'est de vous les faire découvrir et puis de vous faire découvrir différents talents parce que nos auteurs écrivent dans différentes catégories. Au fil des émissions, à toutes les 2 semaines, vous allez en découvrir 1, 2, 3 en fonction du format de l'émission. Donc voilà, avec plaisir, j'accueille aujourd'hui Jean Chapelot qui Bonjour. sera avec nous et Guylaine Hervieux. Bonjour. Bonjour Guylaine, bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean est un auteur, mais un auteur diversifié. Oui, un peu. Oui, une palette qu'on peut dire. J'ai commencé, mon premier livre, c'était plus mon expérience de père. Donc, c'était quoi vivre la paternité avec ce que ça représentait. Donc, j'ai une partie témoignage. J'ai des livres un peu plus techniques qui s'adressaient à une clientèle cible, les éducateurs et les éducatrices spécialisés. J'ai un récit de voyage qui aussi parle un peu de mes découvertes, mon cheminement personnel. Et je termine ça depuis une année avec un roman policier. Je me lance dans la fiction à pieds joints, je saute sans parachute. Ok, là on voit en effet que vous êtes un auteur très diversifié. Ouais, c'est assez diversifié. L'écriture est devenue votre passion. Oui, c'est pour la passion, oui, ça l'est. Okay. Oui. Et Guylaine, elle, quel type de livre vous écrivez? Moi, c'est du cheminement, de la pensée positive. Je veux aider le lecteur à aller chercher les réponses à l'intérieur de lui et aussi à vulgariser. Souvent, dans le passé, si on recule 15-20 ans, on avait beaucoup de livres anglophones qui avaient été transcrits en français, mais ce n'était pas des auteurs d'ici. Moi, je me fais une fierté de dire qu'au Québec, on a beaucoup de talent, pas juste dans les auteurs, mais nos émissions de télé, les artistes. On a beaucoup de talent, puis on n'a rien à envier des autres. On doit être fier d'être québécois, je trouve, puis d'aller jusqu'au bout de son talent. Fait que je me dis dans mes écrits, mais c'est la même chose. Je veux que la personne qui va lire va être capable de comprendre très bien, que ce soit une courte phrase, une courte idée, ou que ce soit un livre au complet, et qu'elle soit capable de trouver dans la littérature québécoise, canadienne, française, des réponses à ces questions pour son cheminement. Parfait, on est tout à fait au cœur de notre mission aux auteurs des Laurentides, puisque c'est la promotion vraiment des auteurs, nous, carrément des Laurentides, on ne s'étend même pas au Canada français. Et puis, on le sait, tous en période de pandémie, et je précise d'ailleurs que nous avons notre masque quand on arrive et quand on repart, et que là, nous sommes dans les distances réglementaires. Mais on constate qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à changer. On découvre des nouvelles manières de fonctionner qui nous sont imposées, plus ou moins. On s'y adapte plus ou moins. Et je trouvais intéressant de rassembler vos 2 parcours. Jean a écrit un récit de voyage et les voyages, il y a plusieurs types de voyages. Le voyage, on dit que le voyage nous forme, nous apprend beaucoup de choses. Donc il y a le voyage extérieur, comme Jean a fait au Cameroun, mais il y a aussi le voyage intérieur, Oui. Et les deux sont reliés finalement. Donc est-ce que ça a été votre cas, Jean, au travers de ce voyage? Vous avez appris des choses par rapport à vous? Oui, ça a été, oh mon Dieu, appris beaucoup de choses par rapport à moi parce que, évidemment, on arrive dans une culture totalement différente, dans un environnement totalement différent. Je suis parti en février. Je suis arrivé au Cameroun où, quand on a débarqué à Douala, il faisait 40 degrés. Ici, c'était peut-être moins 40 degrés. Donc, c'est ça, c'est tout le choc qu'on
confrontation à la culture, d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser la langue qui était française, mais qui un accent français. Nous qui arrivons avec notre bagage québécois. Donc, la découverte, la vie au quotidien, comment on fonctionnait et aussi comment on a ici des acquis qu'on s'imagine, qu'on ne pense même plus du tout. Et on arrive là-bas, on n'avait pas l'eau courante. Il fallait aller chercher l'eau à la rivière en bas. On prenait des douches avec dans un bassin, des chaudières, la nourriture qui n'était pas la nôtre, les conditions de vie, dormir, tout ça. Je me disais, mon Dieu, on vit dans un environnement luxueux de bien-être. Là, je dirais bien-être gras. C'est pas négatif, mais on est gâté pourri. Ah, ma mère a dit ça, vous êtes gâté pourri. Il y avait un peu ça, puis on se retrouve là-bas avec le minimum et on voit des gens qui sourient, qui s'amusent, qui sont heureux, qui nous aident et qui nous offrent à manger. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a? Combien? Je me dis souvent, mais combien il me faut pour être heureux? Les autres, c'est comment je suis heureux avec rien. Je voyais les enfants jouer avec un ballon de linge qui était le ballon de soccer. Ils jouaient avec ça, ils s'amusaient, ils avaient un plaisir fou. Et je me disais, mon Dieu, moi j'avais acheté plein de jouets éducatifs à ma fille, puis souvent, elle jouait plus avec les boîtes qu'avec les jouets. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, donc là, vous découvrez vraiment une autre manière de vivre. Comment vous vous y êtes adapté? Est-ce que c'était facile? Est-ce que Non. Votre adaptation était ponctuelle, générale? Vous avez frappé des murs? Comment ça s'est passé? Ça a été difficile parce que il fait tout comme se déconditionner de ce que je vivais, moi, comme Nord-Américain d'un pays riche, il faut dire, d'un pays riche. J'arrivais à ce pays-là. Donc, c'est tout le déconditionnement en me disant, ouais, aujourd'hui, je m'en vais à pied. Si je vais à la ville, c'est 45 minutes à pied. Sinon, je prends la moto. On n'est pas un sur la moto, on n'est pas deux, on n'est pas trois, on est quatre. Pas de casque. Je promène à travers la circulation. Ça a été une adaptation. Je dirais 2 semaines et aussi physiquement. Là, la nourriture qui était différente. Là, on a eu des maux de ventre, la chaleur. Puis on était en période de sécheresse. On est arrivé en pleine période de sécheresse. On a quitté, les pluies commençaient. Donc, il y avait beaucoup d'adaptations qui s'est fait dans les 2 premières semaines. C'était un choc assez terrible. J'accompagnais, moi, des étudiantes. Il y a une étudiante qui s'est amusée à faire une liste à cocher de choses qu'elle n'avait jamais faites. Après 2 semaines, elle était rendue à 150. OK. Gestes qu'on posait, qu'on n'avait jamais fait dans nos vies. Comme aller en moto, 4 dessus, prendre une douche, 1 heure après, on était encore recouvert de poussière rouge. Notre linge était toujours teinté de rouge. Donc, Guylaine, ça doit résonner chez vous. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans cette phase de pandémie, on ne se retrouve pas dans un changement aussi drastique, mais on se retrouve devant des inconnus, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et on est confronté, c'est-à-dire c'est pas un choix, on doit changer, on doit évoluer. Comment vous voyez ce changement? Ben moi, j'ai aimé son mot, c'est vous qui l'avez dit, adaptation. Parce que présentement, on n'a pas le choix, on s'adapte. Puis moi, en écrivant des livres de cheminement, je dois m'adapter aussi à mesure de mon cheminement. Je dois m'adapter aux besoins des gens. Je dois m'adapter à l'environnement. Et moi aussi, quand je fais des voyages, je me dis, à mon retour, est-ce que je vais avoir envie d'en parler? Est-ce que mes textes vont être empreints de ce que je vais avoir appris? Puis, j'ai un de mes textes qui s'appelle « Voyage à l'intérieur de soi ». Alors, je trouve que le lien il est très intéressant parce que si on veut cheminer, si on veut apprendre à se connaître, il faut aller à l'intérieur de soi. Souvent, c'est la respiration qui va nous aider ou un changement drastique, comme présentement la pandémie. On n'a pas le choix. Là. Tout le monde a dû s'adapter. Et moi, la première, je suis devenue retraitée de mon emploi principal au même moment que la pandémie. Ouais. Alors, ma retraite a été obligée de s'adapter. J'ai écrit des beaux textes aussi. Puis, je trouve que le mot adaptation, là, présentement, là, c'est vraiment un des plus beaux. Puis l'être humain, il est fait fort. Il réussit à s'adapter à n'importe quoi. Puis je trouve que c'est très important quand on décide de faire un cheminement. Ça fait partie de ce qu'on a à accepter, qu'on va avoir à s'adapter à la situation, que ça sera
pas nécessairement ce qu'on veut, mais il y a des choses qui sont meilleures pour nous. Mais des fois, c'est le cheminement, il est proposé de l'extérieur, il est imposé de l'extérieur. Ouais. Puis il est enrichi avec l'expérience des gens aussi, puis toutes les expériences qu'on vit dans notre vie, là. Donc, c'est rassurant de bien faire ressortir que l'être humain a des capacités d'adaptation phénoménales. Hein, si on regarde l'évolution de l'humanité depuis le début, on s'est quand même beaucoup adapté. Donc, ça voudrait dire que ce qui nous empêche de nous adapter, c'est nous-mêmes, c'est notre incapacité à aller à l'intérieur de nous-mêmes ou se réapproprier cette adaptation. Est-ce que ce serait ça? Ben moi, je dirais qu'il y a beaucoup de nos croyances. Nos croyances, nos peurs, nos blessures. On est parfois paralysé. On est dans un état où on est confortable. Beaucoup de personnes vont être diagnostiquées, mettons, troubles de l'anxiété. Mais c'est ça, c'est que dans notre être, il y a des expériences qui sont arrivées, qu'on n'a pas agi comme on aurait voulu, qu'on ne savait pas comment, qu'on n'avait pas les outils, qu'on a paralysé, qu'on a refusé de s'adapter, parce que s'adapter veut dire renoncer à des choses. Ça veut dire aller voir nos anciennes croyances. Est-ce que c'est nos croyances à nous ou c'est des croyances qui nous ont été imposées, qu'on a adhérées? Est-ce que les peurs sont les nôtres ou c'est des peurs de l'environnement, de la société? Je trouve que s'adapter au changement, l'être humain, effectivement, si on regarde de là, plusieurs centaines d'années, on s'est adapté à tout. Puis l'être humain, il est fait fort. Dans la pandémie, là, je trouve que c'est effrayant, tous les gens qui ont dû s'adapter. On est fait fort. L'être humain est fait fort. Puis je trouve qu'on devrait être fiers d'avoir cette force-là, qui malheureusement, ça nous prend parfois une situation qui nous confronte, qui nous bouscule, pour s'apercevoir qu'on l'a en nous, cette force-là. Donc finalement, on se rend compte que l'être humain doit s'adapter généralement par l'extérieur. Hein, c'est des confrontations, comme vous dites, ou des impositions. Soit on résiste à ces impositions, soit on les intègre à l'intérieur de nous et on va chercher finalement nos ressources ou bien notre intérêt, mon bien-être finalement égoïstement, qui va faire que je vais être capable de m'adapter. Est-ce que vous, Jean, lors de ce voyage-là, vous avez constaté qu'il y avait des choses que vous arriviez à intégrer puis des choses que vous n'étiez pas capable d'intégrer? Oui, ben, j'ai eu des chocs. Il y avait toute l'éducation des enfants là-bas qui était totalement différente d'ici, une éducation beaucoup plus stricte. On frappait les enfants. Ça a été très difficile. C'est très difficile à accepter, émouvant, touchant parfois, parce qu'on voyait le petit qui avait envie de faire quelque chose, puis c'était pas des gâteries qu'on a ici, absolument pas. Là. Mais moi, je me disais toujours, au lieu de me demander pourquoi, je disais toujours pourquoi pas. Pourquoi pas je ne l'essayerais pas? Pourquoi pas je ferais ça? Pourquoi je vais l'essayer? J'y tente, j'essaie, je vais voir. Je me mettais des balises, un guide. J'ai lu beaucoup sur l'adaptation culturelle, j'ai lu là-dessus. Mais je me disais, je vais aller voir, je vais me mettre en situation presque me rendre inconfortable et voir comment je vais y être. Puis je m'apercevais qu'en me mettant inconfortable, il y a plein d'anciens préjugés, d'anciennes barrières qui tombaient. Puis je découvrais... Je me suis découvert des goûts de marcher là-bas. Je m'apercevais que je pouvais m'arrêter, regarder la nature. Le matin, je me levais tôt, à 6h30, le soleil se levait à travers les... Bon, il y avait des bananiers, évidemment, on était dans un pays, on n'avait pas les arbres, pas de feuilles ici. Mais ce soleil se levait avec le brouillard. Là. Des fois, j'allais marcher autour de ma vie, on entendait la nature qui s'éveillait. Je me disais, c'est merveilleux, c'est aussi ça, le vivre, c'est aussi ça. Comment se fait-il que ça, je faisais pas ça chez moi? Comment ça se fait? Là, maintenant, chez moi, souvent, dehors, je regarde, je dis, ah, les oiseaux sont debout. Puis là, je les vois se promener autour de la maison. Au début de la pandémie, j'habite pour loin d'un bac de soccer, puis j'ai vu passer 3 petits chevreuils. Je me dis, oh mon Dieu, les chevreuils, même les chevreuils nous disent, il y a quelque chose qui s'en vient qui est différent. Donc, là, pourquoi pas? Ouais. Quand je suis revenu, c'est ça, je suis revenu avec toute cette question-là, pourquoi pas l'essayer, pourquoi pas le faire, pourquoi pas... Je suppose, Liliane, que là, vous entendez, moi j'entends l'ouverture, hein, pourquoi pas, après tout, donc il y a une sorte de curiosité. Oui, puis il y a le oser aussi, oser sortir de sa zone de confort,
oser dire qu'est-ce qu'on a à dire, oser aller chercher de l'aide si on ressent le besoin, si on a envie de parler, si on a besoin d'être écouté, si on sent que l'anxiété est trop grande, aller chercher de l'aide. On peut parler de psychologue, mais ça peut être un ostéopathe si on a mal dans le dos, si on vit des tensions, ça peut être un livre, ça peut être... Oui, puis on parlait des chevreuils, mais aller se ressourcer dans la nature, lire un bon livre, faire une méditation, oser, si on veut avoir dans notre vie des situations auxquelles on n'a jamais eu la chance d'être confronté, bien, il faut oser sortir de sa zone de confort, il faut accepter qu'on va peut-être être bousculé par la vie, mais si on veut atteindre nos objectifs, on n'a pas le choix. Il faut essayer de quelque chose de nouveau. Puis la vie, bien, c'est un cheminement de la naissance jusqu'à notre mort. Alors, pourquoi pas accepter puis accueillir la nouveauté, puis voir qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans, voir qu'est-ce que ça nous apporte à nous personnellement, à notre entourage, à l'être humain, à la société. Je trouve que ça me fait penser à le livre de Jocelyne Cazin, une auteure de Laurentides, « Oser déranger ». Le mot « oser », là, on l'utilise peut-être pas assez. Là, on a été élevés différemment, mais il y en a qui ont été élevés à ne pas déranger, être le petit cœur sur deux pattes, faire ce que la vie, les gens s'attendent de nous. Mais à un moment donné, ça peut être une maladie, ça peut être une situation, on sent de l'inconfort à l'intérieur de nous, puis on sent qu'il faut que quelque chose change, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Puis comme vous dites très bien, ça peut être simplement un ami. Si on a des amis qui ont une bonne oreille, puis des bons conseils, bien oui, on va commencer par nos amis, là. Ouais. Donc là, moi je me souviens, une vieille dame m'avait donné un conseil il y a une dizaine d'années, m'avait dit chaque jour, fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que s'adapter, ça s'entraîne. Et j'ai suivi son conseil. Alors des fois c'est faire quelque chose, mais des fois c'est manger quelque chose où d'habitude, non, je mange pas ça parce que j'aime pas l'acide ou j'aime pas le amer. Mais j'ai suivi ce conseil-là et c'est vrai qu'il y a comme une adaptation naturelle qui vient se faire. Bon, je trouve très très intéressant, surtout dans la période actuelle, là, vos deux parcours, parce que je pense que les gens ont tous besoin actuellement d'aide. Ils sont confrontés à s'adapter, alors que peut-être qu'ils n'ont pas été, eux, entraînés à s'adapter. Donc c'est encore plus douloureux. C'est sûr que c'est plus facile pour quelqu'un qui a fait voilà, des expériences de voyage, de sortir de sa zone de confort régulièrement, volontaire ou involontairement, que des personnes qui ont finalement eu la chance de toujours bien fonctionner et puis de rester dans leur cadre, dans leur zone de confort. Donc, je pense que ça va être intéressant dans la deuxième partie d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Donc, on va faire une petite pause, puis au retour de la pause, on va retrouver Jean Chapelot et Guylaine Hervieux, qui nous permettra de continuer sur ce chemin de l'adaptation dans cette période de pandémie si difficile à vivre, si lourde pour nous. Et pourtant, on est, d'après nos deux auteurs, prévus pour changer, pour s'adapter et pour passer cette mauvaise période. Donc, à très 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 bientôt. Après la pause, on se retrouve. Merci beaucoup. Bienvenue, nous sommes de retour, toujours avec l'Association des auteurs des Laurentides, nous sommes là dans l'émission Cause Toujours pour vous faire découvrir tous les talentueux auteurs que nous avons dans notre région. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean Chapelot et de Guylaine Hervieux. Nous continuons à parler du voyage intérieur, mais aussi de notre capacité d'adaptation aux grands défis que la vie nous propose.
Et dans cette deuxième partie, Jean hors antenne me parlait de l'importance de l'expression, de l'écriture. Alors pour des auteurs, c'est quelque chose de presque naturel chez eux, mais on a découvert lors de la pandémie que beaucoup de gens s'étaient mis à écrire. Vous, en tant qu'auteur, comment vous percevez ça, c'est une réponse logique à ce que nous vivons? Bien, il me semble que, en tout cas pour moi, une expérience, il faut que ça se dise, ça se parle ou ça s'écrive. Puis, la pandémie, évidemment, c'est une expérience qui est hors du commun, il me semble, en tout cas assez hors du commun, si on considère ce qu'on vit normalement. Je trouve que l'écriture, écrire, c'est prendre un recul de soi. On a le crayon ou l'ordinateur maintenant, mais moi, je suis encore parfois à la vieille méthode de mon crayon à mine. Ah, Mais oui. c'est la prise de distance. On est dans la prise de distance, donc ça m'oblige à penser, à réfléchir, à voir comment je progresse, à voir mon cheminement. Et quand je l'écris, je me dis, oui, c'est plus que ça. Donc, il y a quelque chose qui m'emmène à me connaître, à travailler, à exprimer ce que j'ai en moi. Puis évidemment, le fil, ensuite, le fil, c'est lui qui nous dirige. On écrit, tout à coup, là, moi je me souviens des fois, j'écris, il faut que je prenne des notes à côté parce que ça va trop vite ici. Puis là, je finis pas, ou je finis pas comme ça, ou je suis hyperactif, je sais pas c'est quoi. Mais il y a quelque chose qui a envie de sortir, puis que j'ai pas le temps de tout. Donc, l'écrit, c'est la distance. Moi, j'appelle ça la prise de distance. OK. Puis ça se passe dans la pandémie aussi. Je peux prendre la distance par rapport aux nouvelles à la télé, par rapport aux réseaux sociaux qui nous emmènent plein de faussetés, des peurs. Je prends un peu de distance. Mafadel avait dit ça. Qu'est-ce que tu fais pour être bien dans la vie? Je prends de la distance. Puis effectivement, l'écriture, je trouve, nous amène à ça. Qui nous permet de regarder avec d'autres yeux notre cheminement, puis aussi d'écrire notre cheminement. Et est-ce que l'écriture, Guylaine, c'est pas aussi la capacité de mettre des mots sur nos émotions, sur nos ressentis, sur notre vécu? C'est exactement sur quoi je voulais enchaîner. Moi, je suis une personne émotive. Alors, souvent, les gens vont dire, c'est une éponge, elle absorbe tout. Puis, j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. Puis c'est un hasard. Mon père, il avait mis la main sur un livre comme ceci, mais qui est sorti de l'imprimerie, qui n'avait rien à l'intérieur. Qu'il y a eu une erreur. Puis il dit, ça te tente de t'amuser avec ça? Mais je vais faire quoi avec ça? Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à écrire un poème, un autre poème, un texte, un autre texte. Puis je me disais, si on recule, là, mettons 45 ans, on avait moins de jouets, on n'avait pas d'ordinateur, on avait une télévision par famille. Les mots, c'était pour moi une partie de rêverie, mais c'était une partie aussi de mettre une émotion ou mettre Moi, je rêvais d'être chanteuse. Je rêvais d'écrire, d'être auteur, compositeur, interprète, mais je n'étais pas capable de mettre les mots, la musique. J'avais un petit piano, puis je mettais une note. Puis, plus tard, j'ai réalisé que, c'est une amie qui m'a dit, tu n'es peut-être pas obligé de trouver de la musique. Peut-être que juste tes mots ont un impact. Ouais. Fait que régulièrement, j'ai remarqué que quand quelqu'un vit une émotion, je vais avoir envie de le traduire en y écrivant un poème, en y écrivant un texte, en prenant ses photos préférées, puis je lui envoie ça. Noël, c'est rare, j'achète des cartes toutes faites. Puis si oui, je veux mettre mon mot dedans, ce que je pense qui va toucher la personne, ce que je pense que la personne a besoin. Quelqu'un va à l'hôpital, des mots de prompt rétablissement. J'aime personnaliser ce que je fais. Puis pendant la pandémie, comme tout le monde, j'ai vécu des émotions, j'ai vu des gens vivre des émotions, ça m'inspirait des textes. Puis j'essaie toujours que le texte soit positif, que le texte soit enrichi, qui nous ramène à aller à l'intérieur de soi, aller chercher, se connecter à une force qu'on a. J'appelle mes poèmes des textes de motivation parce que je me dis, je veux motiver la personne à aller chercher les forces qu'elle a à l'intérieur d'elle, de dire, ben oui, c'est vrai que j'ai cette force-là, parce que souvent, on va se taper sa tête. J'ai ce défaut-là, j'ai ce trait de caractère-là, mais on n'ose pas toujours mettre de l'avant nos talents. Et je trouve que l'écriture, si on se donne la peine d'écrire, qu'on se donne la peine de se donner le défi de trouver quelque chose de positif, bien, il n'y a personne qui a juste des défauts. Le pire criminel a aussi des qualités, mais on ne les voit pas parce que
ce qu'il a fait est tellement gros qu'on voit que ça. Tantôt, on parlait d'enfants, de la manière qui était puni dans d'autres pays, mais ici aussi. On va toujours punir le geste, mais on oublie parfois de dire « je t'aime, mais c'est ton geste que je punis, c'est ton geste que je n'endosse pas. Mais toi, tu as une belle personnalité, je t'invite à, au lieu de faire des mauvais coups, prendre ton talent pour faire autre chose. » On ne pense pas toujours à valoriser. Puis moi, quand j'écris, souvent, je vais me recentrer à l'intérieur de moi, je vais essayer de voir dans ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Puis comme vous dites, je peux prendre des notes, ça peut être plusieurs mots, plusieurs idées, puis après ça, je remets ça au propre. Ça peut être dans un jet, comme ça peut être sur plusieurs jours ou dans le courant de la journée, dépendamment de mon intuition. Je trouve que c'est important aussi d'écouter sa petite voix. Sa petite voix peut être un bon guide. On n'y pense pas toujours. Ouais. Donc, notre intuition, là. Là, de ce que j'entends, finalement, écrire, ça a ça devient deux ressources. C'est à la fois apprendre à mettre des mots sur mes propres émotions, parce que des fois on est confus, hein, on n'est pas bien, puis on ne sait pas bien si c'est de la colère, si c'est de la frustration, ça se mélange, c'est pas bien clair, on n'est pas habitué à mettre des mots sur nos émotions, mais si j'arrive à mettre des mots sur des émotions, non seulement ça me fait du bien à moi, mais ça va éventuellement faire du bien à d'autres personnes qui vont les lire, qui ont encore plus de difficultés peut-être que moi à mettre des mots. Et quelque part, déjà de nommer notre vécu, c'est déjà un premier voyage, là, le début d'un premier voyage. Oui, puis il y a une forme de reconnaissance aussi. Le fait de l'écrire, moi je me souviens, je sortais de la maison où j'habitais, là-bas au Cameroun, puis je m'assoyais, puis je pourrais demander aux étudiantes avec lesquelles j'étais là-bas, ils me disaient, bon, là, voilà Jean qui va se mettre à réfléchir. Je m'assoyais dehors, mais sur une bûche, évidemment, on n'avait pas beaucoup de choses. J'étais sur une bûche, j'avais mon papier, mon crayon. C'était mes découvertes de la journée, c'était mes questionnements, c'était mes inquiétudes. Puis je me disais, mon Dieu, comment ça fait que je ressens ça? Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je découvre? Puis j'écrivais. C'est une reconnaissance de ce que je vivais. Puis avec le recul, je le regardais. Puis 3-4 jours après, je me disais, ah mon Dieu, j'étais là il y a 4 jours. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait 2 kilomètres depuis 4 jours. Donc, c'était mon point de référence constamment. Fait, souvent, l'écriture, c'est un peu ça. Des fois, je regarde mes anciens livres que j'ai écrits, puis là, je me dis, aïe, à cette époque-là, aujourd'hui, comment je le ferais? Et là, ça me donne la distance que j'ai fait, le bout de cheminement que j'ai fait dans ma vie, que j'ai avancé. Bon, j'espère que j'ai avancé. En tout cas, j'espère que c'est ça. Donc, il y a quelque chose de ça dans l'écriture, d'aller cette reconnaissance-là. Puis c'est une aventure, évidemment, c'est une aventure totale. Là. Mais là, ce que j'entends finalement, encore une fois, c'est qu'un écrivain, il prend le temps de s'arrêter, de réfléchir, d'écouter sa petite voix. Donc aujourd'hui, la pandémie nous offre cette option-là, parce que tout se ralentit, on a moins d'attractivité à l'extérieur, on a plus de temps, et peut-être qu'au lieu de passer son temps devant le poste de télévision à écouter des informations qui sont redondantes, on l'a entendu une fois, c'est assez là, peut-être que c'est le temps de prendre sur ce moment-là pour soi et revenir au moment présent. Je l'ai entendu de la bouche de Guylaine. Et ça apporte quoi de revenir à ce moment présent? Mais regardez, Nadine, je trouve que dans notre société, on est surstimulé. Vous l'avez dit, l'ordinateur, la télévision, les activités. Parfois, on embarque dans le flot. Ah, mes amis veulent faire ça, j'ai envie. Puis on est dans le faire, on est dans le avoir, je veux ci, je veux ça. Mais cette année, j'ai souvent entendu dire, il faut être dans le être. C'est comme si c'est cette année, pendant la pandémie, peut-être aussi au début de ma retraite, que j'ai compris être dans l'être, mais c'est être dans le moment présent, se questionner, faire une méditation, se centrer, dire comment je veux me sentir à l'intérieur. Ici, maintenant, là, qu'est-ce que j'aimerais que la journée ou la semaine ou le mois ou le 11 mois de la pandémie, qu'est-ce que j'aimerais que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'aimerais faire de différent?
Et comme ça m'apporte à réfléchir, ça m'apporte à changer des habitudes, à changer des comportements, qu'est-ce que je voudrais pour l'avenir maintenant que j'ai pris conscience de ça? Puis moi, j'ai une habitude, quand une année se termine, je fais un bilan. J'écris un bilan de mon année passée. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'aurais aimé modifier. Et cette année, j'ai lu quelque part que les 12 premières journées de janvier étaient le reflet de notre année. Fait qu'à chaque journée, je me faisais un devoir, pas de musique, pas de son, lumière tamisée, petite chandelle, d'écrire qu'est-ce que la journée m'inspirait. Puis j'ai hâte de voir si, effectivement, chaque mois va refléter. Je le lisais 2-3 fois, puis je trouvais que c'était positif, puis je parlais de moi. Je parlais pas de « je voudrais que mon voisin, je voudrais que mon copain, je voudrais que ma fille ». Non, je ramenais ça à moi. Moi, personnellement, l'être humain que je suis, en cheminement perpétuel, qu'est-ce que je voulais de ma journée, puis en espérant que ce soit le reflet de l'année qui s'en vient. Puis j'aurais envie de dire au lecteur, toi, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'écrire qu'est-ce que tu veux de tes journées? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un moment d'arrêt dans ta journée et de dire, est-ce que je suis satisfaite de ma journée? Qu'est-ce que j'aurais aimé améliorer? Quand on était plus jeune, on avait, peut-être plus les filles, un petit journal de bord. On marquait tous les jours. Qu'est-ce que... Oui. C'est ça. Mais un vrai journal de bord, là, c'est aussi, je suis contente de ma journée, je suis pas contente de ma journée, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, j'ai fait tel comportement, j'ai dit telle chose, qu'est-ce que j'aurais aimé, puis de prendre conscience qu'on a un pouvoir sur notre vie, puis on a un pouvoir sur la relation qu'on établit avec les gens. Fait que je trouve que l'écriture, c'est un outil qui ne coûte pas grand-chose. Puis ça, on n'aime pas le crayon, mais il y a l'ordinateur. Là. Ah ouais. Donc là, on a deux versions de type d'écriture. Hein. Là, Guylaine vient très très bien de décrire tout ce que n'importe qui, on n'a pas besoin d'être un grand écrivain, un grand auteur, hein. N'importe qui peut faire tous les jours ou tous les mois. Mais j'ai entendu que Jean fait la même chose au travers de ses livres. C'est-à-dire que quand il reprend un livre qu'il a écrit il y a quelques années, c'est là qu'il fait le bilan et qu'il dit « Oh, wow, je pensais comme ça à cette époque-là. Donc, voilà le chemin que j'ai fait. » Donc, on voit quand même que le point commun, c'est l'écriture. Prendre le temps de s'arrêter, de déposer ce que l'on vit, ce que l'on ressent, s'écouter, et puis l'écrire, le déposer quelque part. Pour soi, et quand on est un auteur comme vous, ben pour les autres. Éventuellement pour les autres, oui, c'est ça. Donc, ouais. c'est très dans tous les cas, l'écriture, donc la lecture aussi, hein, forcément, est une ressource que l'on a de manière maintenant innée. Hein, on n'a pas toujours écrit il y a longtemps, mais de manière innée. Mais on le sait, les hommes préhistoriques faisaient des dessins dans les cavernes et on sait qu'ils écrivaient des scènes de chasse, de tuerie, de massacre, de catastrophe. Représenter leur monde, c'est ça. Hein, on voyait des volcans qui explosaient, donc quelque chose qu'ils avaient du mal probablement à comprendre, à apprécier, mais le fait de les écrire, ça devait être la même chose que ce que vous faites aujourd'hui tous les deux, hein, tous les auteurs. C'est drôle si vous dites ça, je pense, ma mère, elle est vécue très, très, très vieille, puis elle lisait très vieille aussi, puis elle se disait, moi là je fais plus de voyage, je suis trop heureuse, ça n'arrive pas. Elle dit, je prends un livre, je m'assois, là, puis là, je me mets à voyager. Là, elle dit, oh, d'un coup, là, j'ai vu des paysages de France. Oh, les gens, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils vivent, comment c'est leur quotidien. Fait qu'elle apprenait, j'ai l'impression qu'elle participait avec ces auteurs-là à la vie qui se passe en France, en Allemagne, ça dépendait des livres qu'elle disait, dans telle région. Fait qu'il y avait l'écriture, c'est aussi ça, ce partage-là, où on va chercher... lire et écrire, ça se tient ensemble. Il y a quelque chose qu'on va chercher dans les cheminements, ou dans le mien, ou dans celui dans les autres, qui m'amène à me creuser aussi. Puis se donner du temps, on va prendre le temps de s'asseoir avec le livre, et dire, là, je prends du temps, je ne perds pas de temps, je prends du temps pour moi, pour faire du bien. La lecture fait ça, mais moi, l'écriture fait ça aussi. Je me suis fait au début de la pandémie Mon Dieu, je me sens, ça fait 20 ans, ça, le début de la pandémie. On dirait, oui. Mais j'écrivais pas du tout parce que j'étais comme omnibulé par
le phénomène qui arrivait mondialement, puis on n'entendait parler que du virus, le danger. Puis, là, tout à coup, je me suis arrêté, je me suis dit, ça, c'est pas ça la vie, là. Il n'y a pas juste ça, il y a autre chose. Et là, je me suis remis à écrire. Puis là, maintenant, j'ai facile 3 ou 4 heures par jour. J'écris. Ça ne veut pas dire que je vais produire d'autres romans. Peut-être que oui. Mais en même temps, ça me permet de prendre le moment présent, de goûter aussi à découvrir que j'ai des mots. Puis quand j'ai une idée, tout à coup, elle m'amène, je pars. Puis là, je me mets à aller. Je pars dans ce qu'ils font, puis je me dis, je vais faire 3 kilomètres. Puis j'ai fait tellement beau, tellement soleil que j'en fais 7. Puis j'aime ça. J'ai fait de la course à pied parfois. Puis là, je rejoins la méditation. Je faisais de la course à pied. Je me dis, moi, est-ce que je suis passé à cette partie-là du village? Je ne savais plus. J'ai fait Compostelle, puis il y a des journées, je pouvais être de 3 heures à me dire, d'un coup, je me disais, je suis en France. Je marche sur le chemin de Compostelle. Qu'est-ce que j'ai fait les 3 heures précédentes? Il y avait quelque chose en moi qui travaillait inconsciemment. Alors j'espère que nos interlocuteurs, moi, dans mon rôle de directrice de l'association, j'ai été amenée à dire que l'écriture et la lecture étaient un bien essentiel. Oui. Dans la période où on voit des problèmes mentaux, la santé mentale est affectée, écrire est essentiel, lire est essentiel. Parce que il a très bien dit, Jean, grâce à la lecture, on peut sortir de notre réalité, rêver, voyager, penser à autre chose, mais aussi découvrir des ressources nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé. Moi, ça m'est arrivé fréquemment, au travers d'un livre, de découvrir que le personnage faisait quelque chose auquel j'avais absolument pas pensé pour résoudre son problème. Et c'était comme un cadeau que ce personnage me faisait. Donc je pense que Guylaine va pas nous contredire là-dessus, que la lecture est quelque chose d'essentiel dans cette période. Moi, j'aime la vie. J'ai plusieurs passions. J'ai plusieurs champs d'intérêt. Alors quand je lis pas toujours la même sorte de livre. Alors, je suis contente qu'il y ait des gens qui écrivent sur la poésie, qu'il y ait des gens qui écrivent sur la photographie, qu'il y ait des gens qui écrivent sur la nourriture, sur la ménopause, sur les troubles du sommeil, sur n'importe quoi. Parce que chaque lecteur, il trouve son compte dans la diversité culturelle des auteurs. Puis même, il y en a qui disent à une personne, tu es toujours sur Facebook. Mais parfois, quelqu'un va partager un extrait de livre sur Facebook. Quelqu'un va partager un lien d'une conférence qui s'en vient. On va après la pause, on va prendre une petite pause et puis après la pause, on va développer ce sujet-là. Parce que je suis d'accord, moi aussi. Je pense que n'importe quelle lecture, c'est de la lecture. C'est de la lecture. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Donc, on va pouvoir en reparler après la pause. Donc, nous allons vous revenir dans quelques instants après la pause, toujours avec Jean Chapelot et Guylaine Hervieux. À tout à l'heure. Nous sommes de retour, toujours avec l'émission Cause Toujours, l'association des auteurs des Laurentides qui vous font découvrir nos nombreux et talentueux auteurs de la région, toujours en compagnie de Jean Chapelot et de Guylaine Hervieux, pour vous parler du voyage à l'extérieur qui nous ramène à l'intérieur et qui nous permet de nous adapter, particulièrement dans cette période si difficile. Nous étions, juste avant la pause, avec Guylaine, en train de remarquer qu'il était important d'écrire, quoi qu'on écrive, et important de lire, quoi qu'on lise. Oui, c'est ça. C'est que moi, depuis peut-être quelques années, j'ai une nouvelle habitude que j'avais peut-être pas avant, parce que ça n'existait pas. Fait que je vais lire les courriels sur Facebook puis sur ma boîte de courriel. Puis souvent, il y a un lien qui nous amène à un livre que quelqu'un vient de sortir, un extrait d'un livre ou un texte intéressant. Alors, des fois, on dit aux gens, tu perds ton temps sur Facebook, ça n'a pas d'allure, tu es toujours sur YouTube. Mais il y a de la culture là aussi. Il y a des mots, puis parfois, ce mot-là va résonner à l'intérieur de nous, ce qu'on va avoir lu. Puis ça, même parfois,
un mot peut nous donner envie d'aller écrire un chapitre ou un poème ou ah, tiens, dans la carte de telle personne, ce mot-là résonne en moi. Toute la journée, le mot va résonner en nous. Puis là, ben, ça va. C'est un voyage à l'intérieur de nous qui fait ce mot-là. Là. Il s'en va chercher une émotion, il s'en va chercher un souvenir, il s'en va chercher peut-être une peur qu'on a besoin d'apprivoiser. Puis ça me fait penser qu'à un moment donné, je cherchais pour aller voir les capsules sur le site des auteurs puis YouTube. Puis je suis tombée sur beaucoup de livres audio. Puis je trouve que les personnes qui ont un problème dyslexique ou un problème de rétine ou n'importe quoi, ou de concentration, il y a tellement de livres audio maintenant à notre disposition. Là. Si on n'a pas envie de lire parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas la concentration, mais on n'est pas obligé de se priver de lire. Là. Il y a tellement de bons outils maintenant qui peuvent nous aider. Puis moi, l'écriture, elle fait partie de ma vie. Si je regarde en arrière des livres que j'ai déjà lus, souvent, je mettais des notes dedans, puis je vois le cheminement que j'ai fait. Fait que, écrire, pour moi, ça va être toujours important. Puis lire, ben, on est en confinement. On va prendre une marche, on revient, mais pourquoi pas se ressourcer dans un bon livre intéressant, un sujet qui nous intéresse, qu'on n'a jamais eu le temps de lire, mais là, on a le temps de lire. Puis si on ne veut pas lire, on peut aller l'entendre pendant qu'on fait autre chose sur les livres audio. Je trouve que faut tirer avantage de cette période-ci. Là. Il y a plein de belles choses. Je profite de la main tendue de Guylaine. En effet, l'Association des auteurs des Laurentides a comme projet pour l'année qui vient de créer des livres audio. On va appeler ça les chuchoteurs. Donc, on va avoir des bénévoles de talent qui vont lire à voix haute les livres de nos auteurs et ils seront disponibles, on l'espère, à la fin de l'année ou plus tard 2022, parce que c'est tout un travail. Il faut savoir lire, il faut avoir la voix bien posée, oui, mais ça rejoint toujours cette utilité de lire et d'écrire quoi que l'on lise, quoi que l'on écrive. Mais j'entends aussi que oui, il faut lire, mais il y a un passage à l'action derrière. Ça ne suffit pas de lire passivement. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On peut écouter des conférences, on peut écouter des livres audio, on peut lire. Si on ne se l'approprie pas, puis on ne va pas un petit peu plus loin, juste un pas plus loin pour démarrer notre voyage intérieur, ça peut tomber à plat. Ça me fait penser un petit peu aux gens qui regardent la télévision, puis vous passez, vous leur dites « Tu regardes quoi ?» Ben, je ne sais pas. La télévision. OK. Donc là, il y a une passivité extrême. C'est-à-dire que là, on comble un vide. Et puis, ça fait quoi? Du vide. Puis, il y a les personnes qui regardent la télévision puis qui vont être actifs. « Ah, c'est super, c'est une émission. J'ai vu quelque chose d'autre la semaine dernière. Ce sujet m'intéressait, ça va plus loin. » Puis, elle va aller faire des recherches sur Internet. Elle va aller chercher des livres en relation avec ce qu'elle a vu. Là, il y a un voyage, comme dit toujours Jean. Il y a un voyage qui commence à s'initier. Donc, je me dis aussi en lisant, je pensais tantôt, les anciens, peut-être que ça existe encore, que les gens font un surligneur. Oui. Donc, parfois, on voit le livre, il est surligné, il y a plein. Ça, c'est, moi, j'appelle ça des surligneurs de vie, parce que cette phrase-là, moi, je la surligne, peut-être vous, peut-être personne ne va la surligner parce qu'elle ne connecte rien avec vous. Mais moi, la connecter ou à quelque chose que j'ai vécu, ou à quelque chose que j'aimerais vivre, ou à une démarche que je suis en train de faire. Moi, j'appelle souvent ça le surligneur de vie. Ah, c'est la même chose avec les livres audio. Parce que moi, parfois, je lis un livre, et c'est un peu plus technique. Là, je reprends la phrase, puis parfois, je la lis à haute voix. Pour m'entendre. Ça me permet d'aller comme différemment voir le livre. Puis tout à coup, je me dis, c'est chantant. Ou des fois, je trouve la phrase tellement belle que l'auteur a écrite que je la relis, et là, j'ai l'impression que je me chante une chanson. C'est comme si je chantais, là. Ça me faisait penser à Michel Tremblay qui croquait ses livres. Des fois, moi, quand j'achète un livre neuf, le premier réflexe, c'est je sens mon livre. C'est sûr que je fais ça quand je suis seul. Ça devant plein de gens dans une bibliothèque, ça, c'est inquiétant, surtout à cette période qu'on vit. Mais c'est ça, il y a toute
c'est ce que ça fait, je pense, la lecture et l'écriture. Il y a quelque chose qui nous amène ailleurs, des fois très épeurant, parce qu'on ne sait pas où on va. Parce qu'on commence, je me souviens, moi, les livres, quand je commençais à écrire, je me dis, hey, je vais en avoir pour écrire une demi-page, puis après ça, on s'arrête à... Mais quand je suis rendu à 125 pages, là, que je commence à me questionner sérieusement où je vais. Quand j'ai fait mon roman policier, il a commencé, j'avais 10-12 pages. Puis là, tout à coup, le personnage s'est mis à me parler. Je ne sais pas si j'étais en période de folie, d'écriture. Mais je me disais, ça se peut pas. On entend ça des fois, les auteurs, ils disent, ah, mon personnage. Parfois, là, je me souviens, j'étais au resto, je me disais, oh, c'est ça qu'ils vont faire. Et je prenais la napkin, puis j'écrivais sa napkin, je me disais dans ma poche. Puis c'est comme le personnage se met à faire ça, mais où je m'en vais avec mon écriture, c'est ce voyage-là, c'est aussi un voyage intérieur, un voyage intellectuel. Il ne faut pas avoir peur. Si j'ai peur d'avoir peur, c'est foutu. Marie-Gabèche, je l'avais dit, j'avais assisté à un atelier en grand groupe avec Marie-Gabèche, je me donné la chance que j'ai eue d'être avec cette dame-là. Puis là, elle disait, moi, écrire, c'est ici, puis ma poubelle. Elle dit, je me dis toujours, j'écris, puis je vais le jeter. Fait que comme ça, je n'ai pas de jugement, je ne deviens pas mon censeur personnel. Et ce qui fait que là, je peux me laisser aller. J'ai vécu ça, moi, au Cameroun. Si je me disais, je l'essaye, je vais le faire. Fait que j'ai dansé avec des gens. J'ai pas souvent eu le fou parce qu'ils dansaient pas mal mieux que moi. Mais j'ai fait des choses avec ces gens-là. Je me suis amusé avec des enfants. J'ai parlé avec du monde. Je l'essaye. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'irai pas? Fait que je trouve que c'est ça qui nous apporte cette façon d'écrire et de lire. C'est un voyage. Un billet pour Noël. On ne sait pas où on va. Et ce que j'entends aussi dans vos propos, c'est que c'est presque une personne. L'écriture ou la lecture prend une dimension. Il y a des sensations, il y a tout. J'ai réagi avec la notion de lire à voix haute. Moi, j'ai deux choses par rapport à la lecture à voix haute. Un, j'ai permis à plein de gens qui ne lisaient absolument pas, d'accéder à la lecture en leur lisant des livres à voix haute. Parce que d'entendre les histoires et les personnifier, parce que quand on lit, on ne peut pas lire plate, là, ils ont trouvé un attrait. Et en effet, il m'arrive très fréquemment de lire pour moi-même à voix haute. Et moi, j'ai pas peur de le faire quand il y a du monde et de paraître folle. Et quand j'ai des gens autour de moi, ils sont systématiquement interpellés. Et ils disent, c'est drôle parce que je l'aurais lu, je pense que ça m'aurait pas intéressé, mais de t'entendre le dire à voix haute, ben là, c'est venu me chercher de manière très forte. Comme si j'avais créé une entité, un personnage, quelque chose qui leur parle beaucoup plus. Bon, on a le grand Fabrice Lucchini, qui est un grand spécialiste de la diction et de lire à voix haute, et combien on est comme subjugué, ou alors on le déteste, on part en courant, mais c'est comme si c'est quelque chose de tellement fort qu'on ne peut pas ne pas réagir. Oui, puis c'est notre enthousiasme aussi. Ouais. Mettons qu'on va dans un groupe de ski de fond, ou un groupe de marche, ou un groupe de danse, n'importe quoi, puis on s'emmène un livre. Là, on commence à le lire, puis là, on dit à l'autre, « Hey, regarde, il dit ça, regarde. » Puis là, on est captivé parce qu'on vient de découvrir. On a envie de le faire découvrir à l'autre, mais par le fait même, des fois, l'autre peut dire « Hey, c'est quoi ce livre-là? Hey, tu me le prêterais-tu après? » Fait qu'on fait découvrir un autre auteur aussi en lisant à voix haute ou en lisant un passage. Là. Puis on parle de nous. On parle de nous. Hein. Moi, je parle d'un livre que j'ai aimé. Je raconte le livre que j'ai aimé, comment il m'a... Mais je parle de moi, parce que c'est mon intérêt, ma démarche, mon ouverture. Ce qui m'a touché. Pardon? Ce qui m'a touché. Oui, c'est ça. Puis je le faisais, moi, je me souviens avec ma fille, elle était toute petite, puis je lisais des petites histoires. Elle me redemandait, même quand elle savait lire, elle disait, « Papa, tu veux-tu relire le livre? » Parce que là, moi, je disais, « Ah, là, il s'en vient. » Puis là, j'avais l'expression qu'elle avait. Des fois, je me levais debout, je mimais l'histoire. Elle capotait là-dessus. Elle aimait entendre
ça l'emmenait ailleurs, dans un autre monde. Ah Fait que oui. la lecture, c'est ça, ça nous prend, ça nous dépose à côté, puis ça nous fait un temps d'arrêt dans un temps fou qu'on vit. Indépendamment de la pandémie, on est sollicité partout. Tu disais au début, c'est un peu ça. Moi, je pense que lire fait ça. Moi, quand j'écris, je me dépose. Il y a une espèce de bulle qui s'enferme autour de moi, puis je reste là. Puis des fois, j'oublie que je suis en train d'écrire quelque chose, puis que je me fous de ce que ça va donner. J'aime le fait que j'écris, j'ai fait une phrase que je trouve à mon goût, que j'aime, qui me résonne en moi. Il y a quelque chose de bon pour soi aussi, Oui. de prendre soin de soi. Oui. Au niveau des enfants, on dit que les enfants ne lisent plus ou ne savent plus lire. C'est facile pourtant. Lisez-leur des histoires. Ouais. Si vous êtes grands-parents, parents, si vous avez le temps, mais si vous êtes grands-parents, si vous avez une chose à faire avec vos petits-enfants, lisez-leur des histoires à voix haute. C'est irrésistible, c'est irrésistible. Un enfant qui a entendu un adulte lui raconter des histoires, c'est sûr que ça va devenir un lecteur. C'est certain que ça va devenir un lecteur. Oui. Bon, j'aime beaucoup nos échanges parce qu'on découvre que la lecture et l'écriture, c'est une manière de nous rapprocher de nous-mêmes, donc de faire un voyage vers nous-mêmes, plus authentique, plus intense. C'est de partager ce voyage avec d'autres personnes et les inciter à faire eux-mêmes leur propre voyage vers eux-mêmes. C'est rêver, c'est voyager, c'est aussi trouver des solutions, des ressources, du bien-être, de la joie, des fois de la tristesse, mais ça fait du bien de pleurer en lisant un livre. C'est échanger aussi, parce que moi, j'ai des gens qui m'ont écrit après avoir lu mes livres, puis c'est incroyable, c'est que parfois, on découvre dans le livre, « Ah, votre livre, moi, ça m'a apporté ça. » Ah ouais? Ah oui, ça se peut. Puis là, tout à coup, c'est un autre point de vue, parce que c'est la personne qui a entré dans mon livre, qui a pris mon discours, puis qui a dit, moi, ton discours, ça me dit ça à moi. Puis il se place un peu à côté. Il y a quelque chose dans le... Quand on a la chance d'avoir des courriels, bien maintenant c'est en courriel, évidemment, avant ça c'était des lettres. Je me souviens, mon premier livre, j'avais des lettres papier. Là, tu voyais arriver chez nous, quelqu'un avait écrit, mon Dieu, c'est qui cette personne-là? Je la connais pas. J'ai trouvé... Je vous raconte une anecdote. Mon premier livre, c'était sur le père. Il s'est retrouvé dans une bibliothèque, dans une prison, quelque part dans un autre pays. Puis je reçois une lettre. Je dis, mon Dieu, il dit, j'ai lu votre livre, je suis un prisonnier. Puis il y avait, je sais pas, une sentence de 15 ans. Il dit, je suis père. J'ai lu votre livre sur la paternité. Et j'avais 2 pages qui m'avaient écrit sur comment ça l'avait touché, comment ça questionnait son rôle de père. Est-ce que je peux être père, même si je suis très loin? Puis là, je lui avais retourné une lettre. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il l'a reçu où il était à la prison. Ça nous connecte à... Il a lu le livre, lui, ça l'a connecté à lui, dans un univers complètement différent du mien. Un autre type d'homme qui était comme moi j'étais. Puis... Donc, dans cette période de distanciation, on se rend compte que... On se rapproche. Au travers de l'écriture et de la lecture, bien, on est très très proche. Oui, c'est bien ça. J'aime ça que tu disais. La proximité, c'est pas une histoire de distance physique. Hein. C'est la proximité avec soi-même. Hein. On en avait parlé avec Jocelyne Cazin. Hein, la proximité avec soi-même. Hein, dans son dernier livre, elle est allée au plus proche d'elle-même. Et c'est vrai que quand vous écrivez un livre, que ce soit un livre de voyage, un roman policier ou un livre de motivation, on se rapproche de nous-mêmes, on parle de nous profondément et on amène l'autre, le lecteur, à se rapprocher de lui-même. Oui. Puis je remarque souvent quand les gens vont dire « j'aime un livre », ils vont souvent dire « ah, moi cet auteur-là ». Ouais. Ah, on fait... Comme si on prend l'auteur, on le colle sur soi. On s'identifie, hein? On s'identifie. C'est mon... Guylaine, C'est ça. C'est comme Jean dit, quand quelqu'un nous donne un feedback sur notre livre, c'est super intéressant. Puis ça me faisait penser que de plus en plus, il y a des groupes de discussion, des groupes de lecture dans certaines bibliothèques. Oui, c'est vrai. Puis ça fait voyager le livre parce qu'on dit qu'est-ce qu'on a aimé de cet auteur-là.
Ouais. Puis on se prête des livres, on s'échange des livres. Ah oui, ben je vais aller voir à ma bibliothèque. Ou moi, j'aime bien aller à Lu et Relu. J'aime bien avoir le livre papier entre les mains, puis décider que si je veux mettre à noter dedans, contrairement à si je vais à la bibliothèque, il faut que je fasse attention pour ne pas mettre de notes. Il faut que je fasse attention pour le lire dans une certaine période parce que quelqu'un d'autre le veut. Fait que c'est sûr que si on a quelqu'un trouve notre adresse, parce que maintenant, on n'est plus dans le bottin, on n'est plus nulle part. Ouais. Mais c'est sûr que c'est toujours intéressant que quelqu'un nous donne un retour sur notre livre, mais sur tous les livres en général, là, ça nous fait voyager, là, de savoir, moi, j'ai lu tel livre de cuisine de tel, l'as-tu lu? Non. Ah, puis aussi, j'ai lu aussi, puis là, c'est intéressant. C'est une façon d'ouvrir une discussion. Parfois, tu es quelque part, la personne a lu un livre, c'est quoi? Vous regardez, ah, il est intéressant, l'aimez-vous? Puis là, on vient de rentrer en interaction avec une personne grâce à un livre. Puis peut-être qu'on peut se faire une nouvelle amie qu'on ne connaissait pas grâce à un livre. Puis souvent, l'écriture fait ça. C'est comme un désir de s'approcher des gens. Oui. Par le biais de quelque chose qu'on a écrit. Des fois, ça fait ça. Je suis convaincu, et on va finir là-dessus, que vous, en tant qu'auteur, la pandémie, on l'a d'abord apprivoisée avec nos écrans pour se rapprocher, garder le contact, mais il y a cette froideur et cette distance. Mais je suis convaincu que les auteurs, les artistes, vous êtes capables de diminuer cette distance et de rendre le contact beaucoup plus humain. Donc, vous avez entendu, téléspectateurs, les auteurs attendent vos réactions, attendent vos questions, attendent vos ressentis au travers des lectures. Donc, vous savez que les auteurs des Laurentides ont créé une chaîne YouTube. Vous pouvez aller visionner les capsules de tous ces auteurs qui parlent de leurs livres. Et puis, vous pouvez réagir sur le Facebook, sur YouTube. Et puis, les auteurs seront ravis d'avoir toutes ces informations et se feront un plaisir de vous répondre. Nous espérons que cette émission, comme la longue série d'émissions que la TVCL nous propose de faire avec elle, vous a intéressé. Il y en aura d'autres à toutes les 2 semaines, avec des auteurs différents, sur des sujets différents, pour vous inciter à découvrir nos auteurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.